Eh bien, on va pouvoir s'y mettre doucement. Je vous redis à toutes et à tous bonjour et bienvenue à ce webinaire sur les droits en santé des personnes migrantes, donc organisé par Promotion Santé Normandie. Je vais me présenter très rapidement avant de laisser la parole à Yannick Marie, qui est délégué social à l'assurance maladie et puis qui assurera la présentation au cours de ce webinaire. Donc moi, je suis Louise Dereau, on a pu échanger par email. Je suis chargée de projet chez Promotion Santé Normandie. Je serai également à votre disposition suite à ce webinaire si vous avez quelques questions ou quelques besoins. Avant qu'on se lance, donc je vous invite à couper vos micros et vos caméras. Pour les questions, vous pourrez les mettre tout au long du webinaire dans le chat de discussion. On essaiera de les traiter à la fin. Et si jamais on n'avait pas le temps de les traiter, eh bien, on vous enverra des réponses écrites dans la foulée du webinaire. Le webinaire est enregistré et il sera mis en rediffusion sur la chaîne YouTube de Promotion Santé Normandie, sur laquelle par ailleurs vous pouvez déjà trouver quelques vidéos en lien avec la thématique qui nous réunit aujourd'hui sur la santé des personnes migrantes. Et on pourra également vous partager le support de présentation, mais je laisserai Monsieur Marie repréciser, mais c'est une diffusion restreinte, donc c'est-à-dire que vous devez le conserver pour vous-même et à usage strictement professionnel, à ne pas vous diffuser de votre côté. Voilà, donc si vous n'avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans le fil du chat. J'y répondrai soit au fil de l'eau, si c'est possible, ou sinon à la fin. Eh ben, je laisse la parole à Monsieur Marie. C'est Madame Deroux, bonjour à toutes et tous. Moi, je me représente, je suis Yannick Marie, je suis délégué social à la Caisse primaire d'assurance maladie Calvados et j'ai en charge le développement et l'animation du réseau des partenaires, des travailleurs sociaux, en faveur de l'accès aux droits et aux soins des publics les plus fragiles. C'est à ce titre que j'interviens aujourd'hui pour vous présenter les différents dispositifs qui vont faciliter l'accès aux droits des personnes migrantes. Donc, j'ai réalisé ce support suite au sondage que vous avez réalisé, Madame Deroux, le premier sondage et les premières questions qui ont été remontées. Bon, malheureusement, nous avons 1 heure et demie, donc il a fallu aussi faire des choix. Si jamais vous avez une question qui n'est pas évoquée sur ce webinaire, vous la posez dans le chat. Soit on y répond à la fin, si on a le temps. Sinon, je prendrai le temps d'y répondre et on vous diffusera une fois aux questions avec l'ensemble des réponses aux questions auxquelles vous vous posez. Donc, 3 temps totalement inégaux sur ce webinaire. On va d'abord évoquer les ressortissants européens. Ce sont des questions qui sont revenues lors de mes sondages que vous avez réalisés dans le Pérou. Une grosse partie sur le parcours d'affiliation des demandeurs d'asile. Et on verra comment se situe l'affiliation, l'ouverture de droits PUMA C2S des détenteurs de visa. Au niveau des ressortissants européens, tout d'abord, on distingue les ressortissants européens actifs, les visiteurs et les ressortissants européens inactifs. Alors, pour les ressortissants européens actifs, rien de plus simple, leur affiliation, elle est identique à celle des assurés français, donc qui résident sur le territoire de manière stable et régulière. C'est-à-dire qu'ils sont affiliés dès la première heure d'activité de travail. En tant qu'Européens, en tant que ressortissants européens, ils ont une libre circulation, une liberté de travailler sur le territoire de l'Union européenne. Donc, à partir du moment où ils ont un contrat de travail, ils peuvent être affiliés au titre de la protection universelle maladie dès la première heure de travailler. Pour cela, ils devront nous envoyer la copie du contrat de travail ou la copie du contrat du dernier bulletin de salaire, toujours joindre une pièce d'identité, un justificatif du domicile pour l'adresse récent de moins de 3 mois et un relevé d'identité bancaire pour qu'on puisse procéder à l'affiliation et à l'immatriculation. Concernant les ressortissants de passage, donc là on est sur le tourisme, des personnes qui viennent sur le territoire pour voyager, pour visiter le pays, pour rendre visite à la famille. Là, ils doivent se présenter sur le territoire avec une carte européenne d'assurance maladie
Tout comme vous, lorsque vous allez en vacances dans un pays européen, vous devez venir de votre carte européenne d'assurance maladie. Donc, comment ça fonctionne sur le territoire? Euh, Lorsqu'un touriste européen présente sa carte européenne d'assurance maladie et qu'elle est acceptée par le professionnel de santé ou de l'établissement, le ressortissant européen ne paiera pas le ticket modérateur. Il sera dispensé d'avance des frais sur la partie sécurité sociale. Il pourra demander à sa complémentaire santé, lors de son retour dans son pays d'affiliation, le remboursement de la part mutuelle. Si la carte européenne n'est pas acceptée par le professionnel de santé ou par l'établissement, là, le ressortissant européen devra avancer les frais et se faire rembourser par sa caisse d'assurance maladie lors de son retour dans son pays d'affiliation. Et pour les ressortissants européens inactifs, là, c'est un peu plus complexe. Un ressortissant européen inactif qui désire s'installer durablement sur le territoire français, il doit déposer une demande d'affiliation sur un site dont vous avez le lien à l'écran en gras, inactif-européen.abni.fr, et sa situation sera examinée au regard de sa régularité sur le territoire. Il faut savoir que, je vous l'ai dit à l'instant, que les ressortissants européens ont un droit de circulation sur le territoire européen, mais ce droit de circulation, il est limité à 3 mois sur le territoire. Au-delà de 3 mois, il doit justifier de ressources suffisantes pour, je cite les textes, ne pas être une charge pour le pays d'accueil qui le reçoit. Donc, les ressources sont situées au niveau du RSA ou de l'ASPA pour les plus de 65 ans. Et ce service, il a été mutualisé au sein de la France et c'est la caisse du Gard qui gère ces demandes pour les ressortissants européens inactifs. Toujours est-il que chaque ressortissant européen inactif doit faire la demande, déposer sa demande via le lien que vous avez à l'écran et déposer l'ensemble des pièces justificatives. Ensuite, ça sera instruit par la caisse du Gard, CREC, le Centre des ressortissants européens inactifs communautaires. Il décidera si l'assuré qui a déposé sa demande relève de la PUMA ou s'il relève de l'AME. Et puis un petit mot sur les ressortissants ukrainiens, qui malgré tout sont européens. La guerre est toujours d'actualité en Ukraine. On reçoit encore des Ukrainiens que nous devons affilier dès lors qu'ils peuvent nous présenter une autorisation provisoire de séjour avec la mention bénéficiaire de la protection temporaire. Dès lors qu'ils présentent ce document, nous pouvons les affilier à la protection universelle maladie et à la complémentaire santé solidaire sans démarche, sans condition de résidence et sans condition de ressources. En revanche, dès lors qu'ils souhaitent déposer une demande de renouvellement C2S, un an après leur arrivée, là, ils doivent déposer une demande en bonne et due forme avec l'ensemble des justificatifs. Donc voilà les quelques mots que je souhaitais dire sur les ressortissants européens. Soit ils travaillent, ils sont affiliés de la première heure de travail. S'ils viennent en tourisme, ils présentent la carte européenne d'assurance maladie. Et s'ils souhaitent s'installer durablement sur le territoire tout en étant inactifs, ils doivent déposer leur demande sur le site dédié inactifeuropéen.abni.fr. Alors, grosse partie que je vais vous présenter maintenant, c'est le parcours d'affiliation des demandeurs d'asile. Donc, les demandeurs d'asile, comme vous le savez, sont soumis à une condition de résidence de 3 mois sur le territoire avant de pouvoir bénéficier d'une prise en charge de leurs frais de santé. Que se passe-t-il sur les 3 premiers mois? Eh bien, sur les 3 premiers mois, ils ne peuvent pas s'affilier à la PUMA, mais ils peuvent bénéficier des soins urgents et vitaux. Donc, je reprends, enfin, pour ceux qui avaient assisté sur le webinaire l'an dernier, j'avais réalisé une frise que j'ai reprise. Admettons qu'une personne demandeur d'asile arrive sur le territoire le 15 février 2026. Pendant 3 mois, il ne pourra pas bénéficier de la PUMA, mais il pourra bénéficier des soins urgents et vitaux. Quelques mots sur les soins urgents et vitaux. Les soins urgents sont réalisés déjà exclusivement dans un établissement hospitalier et vont se définir comme des soins dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître. Ces soins sont également destinés à éviter la propagation d'une pathologie à l'entourage ou à la collectivité, ainsi que les soins liés à la maternité.
Donc, ces soins, je l'ai dit à l'instant, sont pris en charge dans les établissements publics ou privés de santé, soit dans le cadre d'une hospitalisation ou dans le cadre de soins ambulatoires. Et les médicaments sont également pris en charge à condition que sur l'ordonnance soit précisée la mention soins urgents et vitaux. Donc, seuls les soins effectués en établissement de santé peuvent être pris en charge au titre de l'urgence. Les soins de ville en sont exclus. Au niveau des prestations prises en charge, on va retrouver les soins de ville, de médecine, d'hospitalisation, de chirurgie, les soins de suite et de réadaptation, les transports en urgence, les frais de soins et d'hospitalisation concernant une interruption volontaire de grossesse, les actes et traitements à visée préventive, les médicaments prescrits à l'occasion de soins en établissement portant la mention soins urgents sur l'ordonnance, le forfait journalier ne sont pas soumis, les examens de prévention réalisés pendant et après la grossesse, les soins dispensés à la femme enceinte et au nouveau-né, et les soins destinés à éviter la propagation d'une pathologie infectieuse transmissible. Concernant la demande de prise en charge, elle passe systématiquement, à une exception près, par une demande d'AME. Et cette demande d'AME doit être déposée par le centre hospitalier qui en fait la demande. Elle ne peut pas être déposée par le bénéficiaire. Donc, à ce titre, le pôle national AME va instruire la demande. Si les droits peuvent être ouverts, les soins seront pris en charge au titre de l'AME. Et si les droits AME ne sont pas ouverts, que l'AME est refusée, les soins seront alors imputés aux soins urgents et vitaux. Pour cela, l'établissement recevra une notification de refus d'AME qu'elle devra ensuite envoyer à la caisse qui facture les soins urgents et vitaux pour être remboursée. L'exception à cette démarche concerne les demandeurs d'asile, puisque lorsque vous avez un demandeur d'asile qui est présent sur le territoire depuis moins de 3 mois et qui nécessite des soins urgents et vitaux, la demande, là encore, est réalisée par le centre hospitalier, mais il n'a pas besoin de faire une demande d'AME. Il a juste à envoyer la facture des soins accompagnée de l'attestation de demande d'asile inférieure à 3 mois. Et là encore, le service pôle de paiement des soins urgents et vitaux prendra en compte ces documents pour rembourser l'établissement de santé. Les personnes exclues des soins urgents et vitaux. On a les étrangers de passage en simple séjour en France, titulaires d'un visa C, pour séjour qui doivent être titulaires d'une assurance privée, on le verra un peu plus tard. Les enfants mineurs à charge des demandeurs d'asile, puisqu'ils relèvent de la PUMA dès le premier jour d'arrivée sur le territoire. Il faut savoir que la condition de résidence de 3 mois n'est pas opposable aux mineurs. Donc, les mineurs peuvent être affiliés dès leur arrivée sur le territoire à la PUMA, dès lors qu'ils sont couverts soit pour eux-mêmes ou soit par le biais de leurs parents par une attestation de demandeurs d'asile. Et les enfants mineurs étrangers dont les parents sont en situation irrégulière relèvent également de l'AME dès le premier jour de leur arrivée. Mais encore, la condition de résidence de 3 mois en situation régulière n'est pas opposable aux mineurs. Alors, que se passe-t-il après les 3 mois de présence sur le territoire? Euh, donc, on reprend notre petite prise. Le 15 février, on a un demandeur d'asile qui est arrivé sur le territoire, qui a déposé ses demandes d'asile. Pendant 3 mois, il va pouvoir bénéficier des soins urgents et vitaux. Au bout de 3 mois, il va pouvoir déposer une demande d'ouverture de droit PUMA et C2S. Au niveau de l'immatriculation, les demandeurs d'asile bénéficient d'entrée d'un numéro d'immatriculation provisoire, qui va commencer par 7 pour les hommes ou par 8 pour les femmes. Puis auront ensuite le numéro de caisse, qui représente les X à l'écran, et les Y, c'est le numéro d'ordre attribué par la caisse. Ce numéro d'immatriculation provisoire, les demandeurs d'asile vont le conserver jusqu'à ce que la procédure de demande d'asile aboutisse. On ne pourra pas attribuer du numéro définitif tant que la procédure d'asile n'a pas abouti et tant qu'il n'y a pas de reconnaissance du statut de réfugié ou de bénéficiaire de la protection internationale. Alors, la date de début des droits de la protection universelle maladie, elle va correspondre à la date du dépôt de la demande. On réserve que la condition de résidence stable de 3 mois soit respectée. La condition de 3 mois de résidence pour la prise en charge des frais de santé ne concerne ni les personnes reconnues réfugiées,
ni les personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire, ni les enfants mineurs accompagnant un demandeur d'asile, ni les personnes mineures demandeuses d'asile. Pour ces catégories de personnes, la condition de résidence des 3 mois n'est pas opposable. Au niveau des pièces justificatives, concernant l'ouverture de droit PUMA et C2S des primo-demandeurs d'asile, on va demander l'imprimé S1106, demande d'ouverture de droit à l'assurance maladie, l'attestation de demande d'asile, bien sûr en cours de validité depuis au moins 3 mois, l'attestation d'hébergement, la demande de complémentaire santé solidaire et l'attestation de versement de l'allocation de demandeur d'asile. Si possible et si disponible, le demandeur peut joindre la copie de son passeport, un document d'état civil non traduit et un relevé d'identité bancaire, là encore, s'il est disponible. Lorsque nous allons ouvrir les droits, j'ai dit, hein, les demandeurs d'asile ne peuvent pas bénéficier d'un numéro définitif, ils bénéficient d'un numéro provisoire. À ce titre, ils ne peuvent pas non plus demander la création d'une carte vitale. La carte vitale, elle est vraiment attribuée dès lors qu'on a immatriculé de manière définitive un assuré. Donc, en attendant d'obtenir la carte vitale, nous envoyons à l'assuré une attestation de droit à l'assurance maladie. Cette attestation de droit, elle est valable 1 an à compter de la date d'édition du document. Et sur ce document, on va retrouver les mêmes informations que nous avons sur les cartes vitales, à savoir la caisse de rattachement de l'assuré, le numéro de gestion de la caisse, et ici les informations administratives relatives à l'assuré, le nom, le prénom, la date de naissance. Est-ce que l'assuré a déclaré un médecin traitant? Les droits concernant la complémentaire santé solidaire et éventuellement les droits concernant une éventuelle affection longue durée. Sur l'avant-dernière colonne de ce tableau, vous allez retrouver non pas euh, les droits de validité, mais les droits de validité de la complémentaire santé solidaire, avec la date de début et la date de fin. Ces dates, elles peuvent différer hein, de la validité du document. On disait, hein, le document il a validité 1 an à compter de la date d'édition, et ces bornes hein, ne correspondent pas forcément avec les dates de la C2S. Soyez vigilants. On a souvent des questions nous indiquant que les droits sont plus en cours parce que les partenaires prennent en compte ces dates qui sont ici. Donc, non, non, concernant les dates d'attribution de la C2S, il faut bien prendre les dates qui figurent sur le tableau. Donc, durant la période de droit PUMA, il est possible pour l'assuré de demander en parallèle une demande de complémentaire santé solidaire. Donc, l'assuré qui est arrivé sur le territoire le 15 février peut, au bout de 3 mois, déposer sa demande d'ouverture de droit à PUMA et en parallèle déposer une demande de complémentaire santé solidaire. Donc, l'accès à la complémentaire santé solidaire, il s'effectue dans les conditions habituelles, à savoir à compter du premier jour du mois qui suit la date de la décision d'attribution de la caisse. Donc, par exemple, pour toutes les demandes qui sont déposées aujourd'hui, le 6 mai, l'ouverture de droit se fera le 1er juin, le premier jour du mois qui suit la décision de la caisse. Et à compter du premier jour du mois qui suit la réception du bulletin d'adhésion pour les bénéficiaires de la C2S participative. On concerne très peu de demandeurs d'asile, généralement. Cependant, en cas de besoin de soins immédiats signalés, les droits à la complémentaire santé solidaire peuvent être ouverts au premier jour du mois de dépôt de la demande. Les dates ne peuvent en tout état de cause être antérieure à la date d'ouverture de droit à la PUMA. Quelques mots sur la complémentaire santé solidaire pour vous rappeler qu'il s'agit d'une aide financière pour payer les dépenses de santé et bénéficier d'autres avantages. Elle peut être gratuite ou payante selon les revenus du foyer. Et les cotisations par personne vont de 8 à 30 euros par mois selon l'âge. Et cette aide, elle couvre l'ensemble du foyer. Euh, le rappel de la définition d'un foyer pour la CPM, c'est le demandeur, le ou la conjointe et les enfants à charge de moins de 25 ans, qui constituent un foyer. Personne de moins de 25 ans peut, si elle le souhaite, déposer une demande de complémentaire santé solidaire individuelle, si elle remplit 3 conditions: l'indépendance géographique, c'est-à-dire qu'elle touche chez ses parents, l'indépendance fiscale, c'est-à-dire qu'elle possède son propre avis d'imposition, et l'indépendance financière, c'est-à-dire qu'elle ne perçoit pas de pension financière de la part de ses parents.
Quelles sont les dépenses prises en charge? Donc, on va retrouver l'ensemble des soins de ville, médecine généraliste ou spécialiste, dentiste, hôpital, auxiliaires médicaux, laboratoire, médicaments. Et dans la plupart des cas, les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ne règlent pas les prothèses dentaires, les prothèses auditives, les lunettes ou les dispositifs médicaux qui font partie du panier de soins euh, permis par les autorisés pour les bénéficiaires de la C2S. Au niveau du renouvellement des droits, et pour éviter toute rupture de droit, le renouvellement de la C2S doit être anticipé, mais pas trop. C'est-à-dire qu'au plus tôt 4 mois avant la date d'échéance du droit, et sinon, donc ça c'est pour les C2S avec participation, et pour les C2S sans participation, au plus tôt 2 mois avant la date de fin de droit, qui permet d'éviter les ruptures pour les personnes qui oublieraient de renouveler leurs droits. Le cas des enfants à charge du demandeur d'asile durant les 3 premiers mois. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la condition de résidence n'est pas opposable pour les mineurs et pour les enfants de demandeurs d'asile qui peuvent être affiliés à la PUMA dès leur entrée sur le territoire, contrairement à leurs parents adultes qui doivent attendre 3 mois. Donc, il y a une prise en charge sans délai des frais de santé au titre de la PUMA. Dans le cadre d'une fratrie de plusieurs enfants, euh, la demande d'ouverture de droit, le formulaire S1106, doit être déposé pour l'ensemble de la fratrie, sachant qu'on ne va pas ouvrir un dossier pour chacune des frères et sœurs. On va ouvrir un seul dossier au nom de l'aîné de la fratrie, avec ses frères et sœurs cadets comme ayant droit. Ceci pendant 3 mois plus le mois en cours. Ce qui fait qu'au bout de 3 mois, lorsque les parents auront la condition de résidence, ils pourront déposer la demande d'ouverture de droit. À ce moment-là, on clôturera le dossier des enfants et on rattachera les enfants sur le dossier des parents qui viennent de s'ouvrir le droit. Donc, au niveau des clés justificatives à joindre pour les enfants, la demande d'ouverture de droit S1106, l'attestation de demande d'asile des parents sur laquelle figure l'ensemble des frères et sœurs de la fratrie, et l'attestation d'hébergement. Là encore, s'agissant de mineurs, les démarches sont simplifiées. Donc pour les enfants, dès lors qu'ils arrivent sur le territoire, on ouvre les droits PUMA et C2S au nom de l'aîné comme ouvrant droit, et les frères et sœurs sont enregistrés comme ayant droit de l'aîné. Et 3 mois plus tard, lorsque les parents obtiennent la condition de résidence, on ferme le dossier des enfants et on rattache les enfants sur le dossier des parents comme ayant droit. Que se passe-t-il en fin de validité du titre de séjour? On parle de période de maintien de droit PUMA, que vous connaissez peut-être, puisqu'à l'issue de la validité du dernier titre de séjour, donc de la dernière attestation de demande d'asile, mais ça peut être aussi valable pour les titres de séjour, hein, nous appliquons ce qu'on appelle un maintien de droit à la protection universelle maladie pendant au moins 6 mois. Sachant que les droits à la prise en charge des frais de santé PUMA et C2S des demandeurs d'asile ne peuvent être concernés avant la fin du 6e mois qui suit la date d'expiration de l'attestation de demande d'asile. Donc, je reprends ma petite frise. On a une personne qui est arrivée sur le territoire en tant que demandeur d'asile le 15 février 2026. Pendant 3 mois, il bénéficie des soins urgents et vitaux. Au bout de 3 mois, il dépose sa demande d'ouverture de droit PUMA. 6 mois plus tard, son titre de séjour n'est plus valide. On applique une période de maintien de droit pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il bénéficiera toujours de droit à la PUMA, mais aussi il conservera ses droits à la complémentaire santé solidaire. Pendant la période de maintien de droit, il est possible d'ouvrir ou de renouveler le droit à la complémentaire santé solidaire, quelle que soit la situation de la personne euh, concernant sa régularité ou non pour le territoire. Ainsi, sur demande de l'assuré, et dès lors que les autres conditions sont bien remplies, à savoir les conditions de ressources, les conditions de résidence, les conditions de régularité, euh, la C2S pourra être renouvelée, que la personne ait joint ou non un nouveau justificatif de régularité. Et compte tenu de la possible prolongation du droit C2S durant cette période de maintien de droit, il n'est pas possible, envisageable de déposer une demande d'aide médicale de l'État.
Donc, je reprends ma prise. On a une personne qui a les 3 mois de condition de résidence le 15 mai 2026, qui a déposé une demande d'ouverture de droit PUMA. Son titre de séjour cesse le 30 novembre 2026. On maintient le droit PUMA pendant 6 mois. Il bénéficie toujours de ses droits à la complémentaire santé solidaire, mais en revanche, durant cette période de maintien de droit, la demande d'AME n'est pas possible. Donc, que se passe-t-il pendant cette période de maintien de droit? On va quand même effectuer des contrôles de régularité. C'est-à-dire que cette période de maintien de droit, elle a été fixée pour éviter une période de rupture de droit, sèche et brutale. Donc, au bout de 3 mois et demi, on va envoyer un courrier à l'assuré pour lui réclamer son titre de séjour. Si son titre de séjour, son attestation de demande d'asile a été renouvelé, il nous l'envoie, on l'enregistre au dossier et on prolonge à nouveau les droits à la protection universelle maladie. Si l'assuré ne nous envoie pas ce document ou est dans l'incapacité de présenter un titre de séjour valide, on va envoyer un second courrier 5 mois et demi après la date de fin de validité du séjour pour l'informer de fermeture prochaine de ses droits à 45 jours. Sur la petite prise, on a un demandeur d'asile dont l'attestation de demande d'asile a pris fin le 30 novembre 2026. On maintient les droits pendant 6 mois. Au bout de 3 mois et demi, on envoie le courrier de demande de titre de séjour. Et au bout de 5 mois et demi, on envoie le courrier de notification de fermeture de droit si toutefois l'assuré est dans l'incapacité de nous présenter un nouveau titre de séjour. Ah oui, chose importante à bien retenir, tant que l'assuré n'a pas réceptionné son courrier de notification de fermeture de droit à 45 jours, il peut continuer à déposer une demande de renouvellement de ses droits CDS. C'est vraiment ce courrier de notification de fermeture de droit à 45 jours qui va euh, marquer le début d'une nouvelle période, à savoir euh, le délai contradictoire. Donc, suite au deuxième contrôle de régularité et afin d'éviter une rupture de droit, un délai contradictoire de 45 jours est instauré. C'est ce qui est précisé sur le courrier de notification de fermeture de droit, à 45 jours. Durant ce délai contradictoire, nous allons appliquer un maintien de droit PUMA pendant 45 jours. Et là, c'est vraiment la dernière période, la dernière chance, entre guillemets, pour l'assuré de nous présenter un titre de séjour valide. Durant ces 45 jours, il reste une dernière possibilité donnée à l'assuré pour nous présenter un titre de séjour valide avant la fermeture effective de ses droits PUMA et ses 2S. Pendant ces 45 jours, à n'importe quel moment de cette période de 45 jours, si l'assuré nous présente un titre de séjour, nous prolongeons le droit à la protection universelle maladie et à la complémentaire santé solidaire. En revanche, si l'assuré, au bout de 45 jours, ne nous a pas présenté de titre de séjour, nous allons clôturer ses droits PUMA C2S. En revanche, pendant cette période de délai contradictoire, il pourra déposer une demande d'AME. Pendant cette période, à tout moment, si l'assuré sait à l'avance qu'il n'aura pas de renouvellement de son titre de séjour, il peut à tout moment déposer son demande d'AME. Là, pendant cette période de délai contradictoire, le dépôt de la demande d'AME est recevable. Donc, je fais avancer ma frise. On a le 30 novembre 2026 un demandeur d'asile dont le titre de séjour arrive à expiration. On envoie un courrier. On ne répond pas, à 5 mois et demi, on envoie le courrier de notification de fermeture de droit qui va déclencher euh, une période de délai contradictoire de 45 jours. Dès lors que l'assuré a reçu son courrier de notification de fermeture de droit. Il a 45 jours pour nous présenter un titre de séjour. S'il n'a pas de titre de séjour, on ferme le droit PUMA ou alors on ouvre les droits AME si l'assuré nous a présenté pendant cette période de délai contradictoire une demande d'aide médicale de l'État. Là encore, cette période de délai contradictoire, elle a été fixée pour éviter une rupture de droit entre la PUMA et l'AME. Sachant que l'AME, les droits AME débutent à la date du dépôt du dossier, que la demande ait été déposée complète ou incomplète, on va y revenir.
Quelques mots sur l'aide médicale de l'État. Cette aide médicale de l'État, elle a pour objectif de faciliter l'accès aux soins des personnes en situation irrégulière au regard de la réglementation française sur le territoire. Elle est attribuée par les caisses d'assurance maladie par délégation de l'État. C'est l'État qui a la gestion de l'aide médicale de l'État, puisque l'aide médicale de l'État est financée par l'impôt, mais ce sont les caisses d'assurance maladie qui instruisent les demandes. Pour rappel, il existe 4 pôles nationaux AME en France: Paris, Bobigny, Marseille et Poitiers. Les caisses de Normandie dépendent, ressemblent toutes de la caisse de Paris. Donc, à qui s'adresse l'aide médicale de l'État? Toute personne pouvant justifier 3 mois de résidence irrégulière continue sur le territoire français. Et tout mineur dont le parent est en situation irrégulière, sans délai de 3 mois, ni conditions financières. Donc, les bénéficiaires de l'AME n'ont pas le statut d'assurés sociaux. Seuls les assurés, seules les personnes titulaires d'un titre de séjour peuvent bénéficier de ce statut d'assuré social. Donc, puisqu'ils ne sont pas assurés sociaux, ils n'ont pas de carte vitale, ils ont une carte AME, ils ne peuvent pas bénéficier d'une attestation de droit, ils ne peuvent pas s'ouvrir de compte Amélie, ils n'ont pas d'obligation de respecter le parcours de soins et de déclarer un médecin traitant. Les bénéficiaires de l'AME ne sont pas soumis non plus au paiement des franchises médicales des participations forfaitaires. En revanche, ils ne sont pas éligibles aux aides financières exceptionnelles, puisque ces aides financières exceptionnelles ne sont réservées aux assurés sociaux. Donc, les bénéficiaires de l'AME ne sont pas des assurés sociaux, mais sont bénéficiaires d'une aide sociale. Au niveau des soins pris en charge, on va retrouver les frais de médecine, de ville, générale ou spécialisés, les soins dentaires, donc certaines prothèses, les médicaments et les appareillages, les frais d'hébergement et traitement des enfants en situation de handicap placés en CMP, les analyses biologiques et les frais d'hospitalisation. Oui, depuis 2 ou 3 ans maintenant, certains soins et traitements non urgents ne sont pris en charge qu'au bout d'un délai de 9 mois après l'admission à l'AME. Et donc, vous avez la liste de ces soins sur abeille.fr. Il y en a 16, je crois, soins qui nécessitent un délai de carence de 9 mois pour les primo-demandeurs de l'aide médicale de l'État. Donc, les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État sont également dispensés de l'avance de frais et les soins sont pris en charge à 100% dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Donc là, on ne parle pas de panier de soins, on parle de prise en charge à 100% des soins dans la limite des tarifs de la sécurité sociale, et ça a son importance puisque les professionnels de santé ne sont pas obligés de respecter un certain tarif défini, comme c'est le cas pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. 2 exemples à l'écran. Le cas où un bénéficiaire de l'AME consulte un généraliste, le tarif de la consultation est de 30 euros et l'AME remboursera 30 euros aux professionnels de santé. Là, le généraliste ne prend pas de dépassement d'honoraires, donc on rembourse à 100% du tarif de remboursement de la sécurité sociale. En revanche, pour un bénéficiaire de l'AME qui souhaiterait, par exemple, bénéficier d'une paire de lunettes adultes avec des verres progressifs, l'ophtalmo a vendu cette paire de lunettes à 195 euros. Et l'AME ne remboursera qu'à 100% du tarif de remboursement de la sécurité sociale, à savoir 58,50 euros. Donc, il y aura forcément un reste à charge pour certains soins concernant les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État. Donc, c'est valable pour tout ce qui est prothèses, hein, que ce soit une prothèse optique, les lunettes, prothèses dentaires, prothèses auditives ou certains matériaux. Les soins qui sont exclus. On ne prend pas en charge au titre de l'AME les cures thermales, sauf pour les mineurs. On ne prend pas en charge non plus les médicaments à faible rendu médical, tous les médicaments remboursés à 15%, et les actes liés à la procréation. Donc, je le répète, hein, il n'y a pas d'obligation pour les professionnels de santé de respecter une tarification sans dépassement d'honoraires. Et les dépassements d'honoraires ne sont pas pris en charge au titre de l'aide médicale de l'État.
Alors, je vais maintenant vous parler des conditions d'attribution, tout en vous précisant que ce que je vais vous raconter aujourd'hui est valable aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que ça bouge au niveau des conditions d'attribution de l'aide médicale d'État et ça a plutôt tendance à se durcir. Actuellement, les ressortissants étrangers en situation régulière en France peuvent bénéficier de l'aide médicale de l'État si il ou elle remplit les trois conditions suivantes, à savoir de justifier de son identité, y compris à chaque période de renouvellement, en apportant, et ça c'est nouveau, un document avec une photo obligatoire pour les plus de 16 ans. Euh, Vous ne pouvez plus apporter, par exemple, un acte de naissance pour justifier d'une identité. Il faut forcément un document avec une photo d'identité pour les bénéficiaires de l'AME de plus de 16 ans. Ça, c'est tout récent, c'est tout nouveau. Euh, pour justifier de sa résidence de façon stable et ininterrompue sur le territoire depuis 3 mois en situation régulière, il nous faut tout justificatif, facture d'hôtel, facture de gaz, d'énergie, d'électricité. Euh, Ça peut être aussi une attestation d'une association. Ça peut être une attestation d'un professionnel de santé qui déclare suivre telle ou telle personne depuis telle date. Tous les justificatifs qui vont permettre de justifier la présence de manière ininterrompue sur le territoire depuis au moins 3 mois sont recevables. Et bien sûr, n'oubliez pas que l'aide médicale de l'État, elle est soumise à conditions de ressources et que le plafond de ressources est identique à celui de la complémentaire santé solidaire sans participation financière. Il arrive encore que les droits à l'AME soient refusés pour les personnes qui travailleraient. Alors, qui sont les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État? On va trouver le demandeur et toutes les personnes en situation irrégulière à la charge du demandeur. On va retrouver le ou la conjointe, le ou la concubine, le partenaire taxe, les enfants mineurs et les enfants jusqu'à 21 ans s'ils poursuivent leurs études ou sont dans l'incapacité permanente de travailler. Au niveau de la demande, donc là encore, le formulaire devrait évoluer prochainement, mais je vous dis ce qu'il en est aujourd'hui. Vous avez le formulaire que vous avez à l'écran avec différentes parties, les parties administratives concernant le demandeur. Très important ici, et c'est souvent une information qui est oubliée et qui fait l'objet d'un renvoi par les caisses nationales qui instruisent les dossiers AME, c'est la date d'entrée sur le territoire. Les pôles nationaux AME ont besoin de connaître cette date. Si la date n'est pas enregistrée, y compris pendant les périodes de renouvellement, hein, le dossier fait l'objet d'un retour au demandeur. Préciser également les personnes qui sont à la charge, qui résident en France avec le demandeur de l'AME, et préciser ici l'ensemble des ressources, y compris les ressources perçues à l'étranger. Bien sûr, pensez à dater et signer. Et si vous êtes une structure ou une association qui complétez la demande pour un demandeur, pensez à tamponner euh, ce formulaire avec le cachet de votre établissement. Vous avez également au verso de ce formulaire la notice avec l'ensemble des pièces justificatives à joindre. Pour tous les bénéficiaires de plus de 16 ans, vous devrez joindre également la photo pour qu'on puisse leur produire une carte d'AME. Donc une photo couleur sur fond neutre, tête dégagée, au format photo de montre. Voilà, vous avez la notice hein, au recto euh, de formulaire de demande d'aide médicale d'État sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des pièces justificatives à joindre euh, pour déposer la demande. Alors très souvent, nous avons des demandes d'AME avec des ressources à zéro. Il faut savoir que les pôles nationaux qui instruisent les demandes d'AME n'aiment pas trop les ressources à zéro, n'aiment pas du tout d'ailleurs, et souhaitent que le bénéficiaire précise les moyens de subsistance, comment le bénéficiaire, le demandeur et sa famille ont fait euh, pour subvenir à leurs besoins sur les 12 derniers mois. Il s'agira de préciser
l'ensemble des solidarités dont la famille a bénéficié pour se loger, se nourrir, se vêtir, bénéficier du transport également, en le précisant sur une attestation sur l'honneur. Mais attention, hein, si vous envoyez une demande d'aide médicale de l'État avec des ressources à zéro, vous risquez un retour pour demande de pièces complémentaires. Depuis 2 ans maintenant, les premières demandes d'aide médicale de l'État doivent systématiquement être déposées en agence et être remises en main propre, ce qui va permettre à la caisse primaire d'assurance maladie de vérifier que le dossier soit bien constitué et de vérifier la présence sur le territoire du demandeur et qu'il s'agit bien de la bonne personne qui dépose le dossier. Ces demandes d'aide médicale de l'État peuvent également être déposées dans une maison France-Service ou dans un établissement de santé ou une passe hospitalière, qui sont habilités à déposer les premières demandes. Une première demande qui n'aurait pas été déposée en accueil dans une passe ou dans une maison France-Service fera l'objet d'un retour pour dépôt de la demande en agence. En revanche, les demandes de renouvellement peuvent être envoyées par voie postale ou par les canaux habituels. En ce qui concerne les renouvellements, euh, là encore, il ne faut pas anticiper la date de renouvellement. Il faut que la demande de renouvellement soit envoyée dans un délai de 2 mois avant la date de fin d'AME, euh, au risque de bénéficier au risque de subir un refus d'instruction. Donc, un dossier de renouvellement déposé plus d'un an après l'échéance d'un précédent droit à l'AME est considéré comme une première demande. Là, on repart sur un dépôt en agence. Donc, je vous le disais tout à l'heure, les droits à l'AME démarrent à compter du jour du dépôt du dossier, même incomplet, et ils sont valables un an. Il est possible, en cas d'hospitalisation de soins, de bénéficier d'une rétroactivité de 90 jours pour bénéficier de la prise en charge de ces frais. C'est tant est que dans cette période de 90 jours, les conditions d'ouverture à l'AME soient respectées pour le demandeur et ses bénéficiaires. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Je suis peut-être allé un peu trop vite, mais je vois qu'on avance bien, donc on aura peut-être le temps de répondre à certaines questions. Juste pour résumer cette articulation qui pose parfois souci, de reprendre la slide, voilà, slide là. Donc, on a un demandeur d'asile qui arrive le 15 février 2026 sur le territoire, qui pendant 3 mois bénéficie de soins urgents et vitaux. Au bout de 3 mois, il peut déposer une demande de protection universelle maladie couplée à une demande de complémentaire santé solidaire. À l'issue de la date de validité de son titre de séjour, on va mettre en place une période de maintien de droit, mais période durant laquelle nous allons procéder à différents contrôles. Au bout de 3 mois et demi, on va envoyer un courrier à l'assuré pour le retrait d'un titre de séjour valide. Si on n'a pas de retour, on va donc envoyer un second courrier, lui notifiant la fermeture de ses droits à 45 jours. Courrier qui va marquer l'entrée dans une nouvelle période, la période de délai contradictoire. Délai contradictoire, période durant laquelle l'assuré pourra déposer une demande d'AME s'il sait à l'avance qu'il ne pourra pas euh, bénéficier d'un motif de séjour, qui lui permettra d'éviter une rupture de droit entre la PUMA et l'AME. Alors, euh, quelques mots sur les détenteurs de visa. Donc, on distingue le visa court séjour, le visa C, du visa long séjour, le visa D. En ce qui concerne les étrangers détenteurs d'un visa C, généralement, ce sont des ressortissants d'un pays tiers de l'Union européenne qui viennent en France, mis ce type de visa pour visiter le pays, visiter la famille. Euh, et avec ce visa C, donc, c'est une autorisation d'entrée sur le territoire pour une période de courte durée, et période durant laquelle ils ne pourront pas prétendre à une couverture maladie PUMA, bien qu'ils soient en situation irrégulière, parce qu'ils ont l'autorisation de séjour par biais de séjour.
Durant cette période de courte durée, ils sont censés arriver en France munis d'une assurance privée qui prend en charge leurs soins. Vu qu'ils sont en situation régulière de par leur visa C, ils ne peuvent pas non plus prétendre à l'aide médicale de l'État ni aux soins urgents. Il n'y a pas de possibilité non plus d'affiliation à la PUMA, pas vocation à résider durablement sur le territoire. Ils ne peuvent pas non plus prétendre à l'AME puisqu'ils sont en situation régulière, ni aux soins urgents. Toutefois, si ces personnes arrivent sur le territoire munies d'un visa C sans assurance privée et qu'ils subissent une hospitalisation ou des soins lourds ou coûteux, ils ont la possibilité de demander une demande d'AME à titre humanitaire. Ces demandes doivent être réalisées par les établissements de santé. Il existe maintenant une adresse mail que vous avez à l'écran pour déposer une demande d'AME à titre humanitaire. Sachez toutefois que très peu de dossiers de demande d'AME à titre humanitaire aboutissent. Les accords sont très, très, très rares. Vous avez sur amélie.fr la liste des pièces justificatives à joindre pour déposer la demande à titre, les demandes d'AME à titre humanitaire, mais sachez que c'est très, très, très restreint. Donc, le visa court séjour, il s'applique également aux ressortissants exemptés de visa et autorisés à séjourner pendant 90 jours en France. Ça concerne les Géorgiens, les Albanais ou d'autres nationalités encore qui peuvent rentrer sur le territoire munis d'un passeport biométrique qui est enregistré directement à la douane et enregistré sur un logiciel, le IPE, je crois, mémoire. Euh, donc, il ne se présente pas avec un visa court séjour. Et pour rappel, certains ressortissants ont un droit au séjour autorisé sans visa et peuvent circuler en France pendant 90 jours continu maximum, à condition de venir en France, une assurance santé et privée. Donc là encore, pour ces bénéficiaires de visa biométrique, il n'y a pas de possibilité d'affiliation de la PUMA à l'AME ou aux soins urgents. Mais en revanche, il y a une possibilité de déposer une demande d'AME à titre humanitaire. Mais là encore, hein, c'est assez restreint. En ce qui concerne le visa D, le visa long séjour. Il y a deux types de visas. On définit un visa D valide 3 mois à faire valider en préfecture et un visa D long séjour d'1 an. Le visa D valide 3 mois permet à la personne, si elle le souhaite, de demander son installation durable en France une fois son arrivée sur le territoire. Dans ce cas, la personne doit prendre rendez-vous à la préfecture pour déposer une demande de carte de séjour. Lorsque cette demande est formulée, la préfecture va pouvoir délivrer titulaire de ce visa un récépissé de demande de carte de séjour qui comporte un numéro AGDREF. Ce n'est que lorsque ce récépissé de demande de carte de séjour sera enregistré sur l'application AGDRES, il sera recevable pour attester de la régularité du séjour et déposer une demande d'ouverture de droit humain. Sans numéro AGDREF, nous ne pouvons pas affilier un titulaire de visa dans ce séjour. Il faut vraiment que le visa D soit validé par la préfecture, qui ait été transformé en récépissé de demande de carte de séjour. Et là, à ce moment-là, si la condition de résidence également de 3 mois est respectée, on va pouvoir ouvrir des droits à la PUMA et à la C2S. En ce qui concerne les visas D valides 1 an. Là encore, ce visa permet l'installation en France, mais doit être demandé avant le départ. Concernant les visas D, ils doivent être validés en ligne via le lien que vous avez à l'écran en gras. C'est le site du ministère de l'Intérieur qui permet de valider les visas de séjour. Lorsque la démarche est réalisée, le demandeur obtient une attestation confirmant la validation de son visa long séjour valentin pour le séjour. Et cette démarche valide la régularité de son séjour et va ensuite permettre la demande d'ouverture de droit à l'assurance maladie, si tant est que la condition de résidence de 3 mois est bien respectée. En ce qui concerne l'affiliation des détenteurs d'un visa D.
Donc, il y a un certain nombre de pièces justificatives à joindre, à savoir le formulaire de demande d'ouverture de droit, PUMA, le S1106, un justificatif d'identité pour chacun des membres de la famille, un justificatif de séjour, type de séjour, notamment un récépissé, carte de séjour, un justificatif de résidence de plus de 3 mois, un justificatif d'état civil non traduit. Là, on prend les actes de naissance délivrés. Alors ça aussi, c'est nouveau depuis moins d'1 an. Tous les actes de naissance délivrés depuis plus d'1 an seront rejetés. Le détenteur du visa devra également joindre, s'il travaille, son dernier bulletin de salaire, le justificatif de résidence, pour qu'on puisse l'affilier à la protection universelle maladie sur critères d'activité professionnelle, et puis joindre un relevé d'identité bancaire pour qu'on puisse procéder au remboursement de ses frais de santé. Et, si des enfants sont présents, euh, le demandeur devra joindre à sa demande un formulaire de demande de rattachement des enfants et joindre justificatif de la qualité des droit, à savoir livret de famille, passeport ou acte de naissance. Les actes de naissance ne doivent pas être traduits, hein. On s'occupe nous-mêmes de la traduction et de les faire traduire. Mais sachez que la nouveauté importante là, c'est que les actes de naissance ne sont recevables que s'ils ont été délivrés il y a moins d'1 an. Alors, j'en ai touché quelques mots à l'instant. Il existe différents publics qui sont exonérés de la condition de résidence de 3 mois. Donc, les personnes qui sont reconnues réfugiées, notamment, sont dispensées de la condition de résidence de 3 mois. Les bénéficiaires de la protection subsidiaire également. Les personnes membres de la famille d'un ressortissant étranger donc, qui développent la qualité de réfugié qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le cadre d'une réunification familiale. Les enfants mineurs accompagnant un demandeur d'asile, j'en ai parlé précédemment. Les personnes mineures demandeurs d'asile également. Les membres de la famille d'un ressortissant étranger séjournent régulièrement en France depuis au moins 18 mois dans le cadre d'une procédure de regroupement familial. Là encore, la condition de résidence n'est pas opposable. Les personnes inscrites dans un établissement d'enseignement supérieur. Les personnes venant en France effectuant un stage dans le cadre d'accords de coopération qu'elle soit culturelle, technique ou scientifique, ne sont pas soumis à la condition de résidence du droit. Et les personnes en provenance d'Ukraine également, en possession d'une autorisation provisoire de séjour, ne sont pas soumis à la condition de résidence. Quelques mots sur la réunification familiale. Et rappeler déjà le principe de la réunification familiale qui permet aux ressortissants étrangers qui a dû reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire d'être rejoint par les membres de sa famille étrangère en France. Pour disposer d'un droit d'entrée en France, les membres de la famille vont solliciter un visa pour un séjour d'une durée supérieure à 3 mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires. À l'issue de l'instruction de la demande, une vignette visa sera apposée sur le document de voyage par le consulat et va permettre aux membres de la famille d'entrer en France et de solliciter un titre de séjour auprès des services préfectoraux. Ce visa doit ainsi faire l'objet d'une validation en préfecture ou en ligne afin d'obtenir un document de séjour mentionnant le numéro étranger à l'État. Là encore, le visa seul n'est pas recevable pour ouvrir les droits humains des membres d'une famille d'un réfugié. Il faut vraiment que le visa ait été enregistré en préfecture et qu'il ait fait l'objet de l'attribution d'un numéro AGDREF enregistré sur le logiciel. Et c'est à l'issue de cette procédure que les droits humains et SMSS des membres de la famille du réfugié pourront être instruits. Dans le cadre d'une réunification familiale, les membres de la famille qui viennent d'arriver sur le territoire doivent déposer le formulaire de demande d'ouverture de droit S1106, des justificatifs d'identité, des justificatifs de titre de séjour, les justificatifs d'état civil non traduits de moins d'1 an, relevé d'identité bancaire, justificatif de résidence non, justificatif de résidence tout court pour qu'on puisse enregistrer l'adresse, et justificatif du lien de parenté. S'il y a la copie du livret de famille, de l'acte de mariage, reconstitué par l'OFPRA, c'est acceptable également. S'il y a des enfants au sein du foyer, joindre le formulaire de demande de rattachement, les justificatifs de qualité des droits, le livret de famille,
et les justificatifs d'état civil non traduits. Alors, dans le cadre d'un regroupement ou d'une réunification familiale, l'accès à la CUMA se réalise sans condition de résidence. En revanche, il faudra pour le foyer déposer une nouvelle demande de complémentaire santé solidaire. C'est-à-dire que les droits qui existaient pour la personne présente déjà sur le territoire seront clôturés. On repartira sur une nouvelle période d'un an de droit pour l'ensemble des membres du foyer. Mais il n'est pas possible de rattacher des membres qui viennent d'arriver sur le territoire à des droits à CNSS existants pour un réfugié. Là, il faut refaire une nouvelle demande, sauf pour les mineurs. En ce qui concerne le regroupement familial, là, on parle de regroupement lorsque des personnes membres de la famille d'un ressortissant étranger qui séjournent régulièrement en France depuis au moins 18 mois et rejoint par son conjoint ou les enfants, ses enfants sur le territoire. Donc là, les conditions d'affiliation sont les mêmes, les justificatifs à joindre sont également les mêmes. À savoir le formulaire de demande d'ouverture de droit, le S1106, le justificatif d'identité, les justificatifs de séjour, d'état civil, les justificatifs de la qualité des membres de la famille, relevé d'identité bancaire s'il y a des enfants, le formulaire de demande de rattachement S3705 et la copie du livret de famille et des pièces d'état civil. J'ai pris moins de temps que je ne pensais, donc on va avoir suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Alors, je ne sais pas si Madame de Rouge peut avoir accès aux questions. Oui, alors je les ai synthétisées, je vais les mettre peut-être dans le chat en Ok. résumé. Je vais, voilà, là je fais une petite compilation des 22 premières questions. Je passe sur ma voix. Elles sont dans le chat si vous y avez accès. Alors, première question que je vois. euh, Quand le numéro de sécurité sociale devient définitif et dans quel délai? Alors, je vous l'ai dit, hein, concernant les demandeurs d'asile, euh, ils bénéficient d'un numéro provisoire qui commence par 7 ou par 8 pendant toute la période de procédure de demande d'asile. À l'issue de la période à l'issue de cette procédure, si le demandeur d'asile est reconnu comme réfugié, là, on va lui réclamer une pièce d'identité en cours de validité et un acte d'état civil. Généralement, ce sont des personnes qui arrivent sans acte de naissance, mais l'acte d'état civil est reconstitué par l'OFPRA et qui permet la délivrance ensuite d'un certificat de naissance. Donc, à partir de ce moment-là, dès lors qu'on a une pièce d'identité et un acte d'état civil qui correspond à la pièce d'identité, on va pouvoir demander l'immatriculation définitive. Mais il nous faut, pour demander une immatriculation définitive, obligatoirement deux documents, une pièce d'identité, donc carte d'identité, passeport, carte de séjour également, sont admissibles, et un acte d'état civil qui mentionne les actes de filiation, nom du père, nom de la mère, date de naissance, qui permet d'éviter les homonymies et de certifier à plus de 99% qu'il s'agit bien de la bonne personne à qui on attribue un numéro de sécurité sociale. En ce qui concerne les délais, on est sur à peu près des délais de 3 à 4 semaines pour obtenir un numéro définitif qui permettra ensuite d'obtenir une carte vitale et de créer un compte métier. Alors, vous avez expliqué que le service social hospitalier pourrait demander des soins urgents à réception du refus AME. Or, nous ne recevons jamais directement le refus, étant donné au demandeur qui ne pense pas toujours à nous le renvoyer. Comment faire pour simplifier ce procédé en intra-hospitalier? Alors, j'expliquais tout à l'heure que lorsque vous complétez une demande d'AME, pour refus ou non, vous invitez à tamponner vos demandes d'AME, vous cachez de la structure que vous représentez, de manière à ce que le pôle national AME puisse
normalement, en cas de refus, envoyer une notification à l'établissement de santé et une notification au demandeur. Euh, Lorsque ce tampon, ce cachet est bien visible, normalement, les pôles nationaux AME sont censés envoyer aux services sociaux, enfin, à l'hôpital, pas forcément au service socio-hospitalier, ça peut être au service facturation ou en autre, la notification de refus AME qui permet ensuite de facturer au titre des soins urgents. Alors, Alors, juste je complète parce qu'il y a deux questions qui viennent oui, d'arriver en même temps sur le fait que justement l'acte de naissance, il met du temps à être délivré par l'OFPRA et le délai, il peut être plus long. Et alors donc, ce sont des délais qu'on ne maîtrisons pas, nous, au sein de l'assurance maladie, hein. Là, on est mm, sur des mm. délais au programme. Donc, alors, ça n'empêche pas l'accès aux soins, puisque avec le numéro des provisoires, ils peuvent bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé. Mais tant qu'on n'a pas ce certificat de naissance, euh, malheureusement, on ne pourra pas attribuer de numéro définitif. Donc là, on est tributaire des délais de la préfecture et de l'OFPRA. Il n'y a pas de possibilité de dérogation. Alors, pour la complémentaire santé, est-ce que c'est pour les migrants considérés comme une aide mensuelle qui leur est versée? Euh, J'essaie de comprendre la question. Alors, la complémentaire santé, c'est une aide à la mutualisation, en fait, hein. C'est pas une aide financière, une aide mensuelle qui est versée. Alors, ensuite, si on dépose un renouvellement après la validité de l'attestation du demandeur d'asile, est-ce que la CSS est valide un an? Alors, le renouvellement des droits est toujours valide un an, sauf si on arrive dans une période de maintien des droits et que le demandeur d'asile ne peut pas nous présenter un titre de séjour valide. À ce moment-là, on va couper les droits pour faire repartir les droits AME derrière. Alors, euh, lorsque les courriers ne sont pas envoyés à temps, on ne peut ni demander la C2S, car pour les 6 mois, ni demander l'AME, car les droits de base sont encore ouverts. Je suis embêté avec ce cas de figure, puis donc demander la C2S, même si l'attestation de demandeur d'asile est expirée depuis plus de 6 mois. Si l'assuré n'a jamais reçu ses courriers de notification de fermeture de droit. Donc, ce qu'on rencontre souvent comme souci, donc là, on a affaire à des publics qui sont très mobiles, qui peuvent changer de lieu, de résidence assez fréquemment et pour lesquels on n'a pas pu mettre à jour l'adresse. Donc, nous, les courriers, on les envoie à la dernière adresse indiquée et connue, qui est enregistrée sur le dossier. Malheureusement, entre-temps, l'assuré a changé de lieu de résidence et n'a pas reçu la notification de fermeture de droit. La notification de fermeture de droit, à 45 jours, elle débute à la date d'envoi du courrier, non pas à la date de réception. La date d'envoi du courrier qui figure en haut à droite du courrier. Euh, Là, malheureusement, j'ai pas de solution à vous donner, si ce n'est de bien, lorsque vous recevez au sein de votre futur un demandeur d'asile qui avait déjà été affilié quelque part dans une autre caisse, bien penser au changement d'adresse pour que les courriers puissent arriver à destination et que l'assuré soit prévenu des différentes modalités d'affiliation. Alors, si une personne fait un recours CNDA, est-ce que c'est suspensif de ce dispositif de fermeture de droit? Alors, très bonne question. C'est c'est pas suspensif si euh, la personne qui a fait un recours n'est pas autorisée à se maintenir sur le territoire. Il me semble, pour avoir traité ce type de dossier il y a quelques semaines, euh, que la fermeture de droit avait été confirmée parce que le demandeur d'asile, bien qu'il ait fait un recours à CNDA, n'est pas été autorisé à se maintenir sur le territoire. Dans ce cas-là, on ferme les droits.
l'organisation de la réception de son titre de séjour. Il dépend effectivement de la préfecture pour la délivrance du document. Dans ce cas où on est sa situation. Alors là encore, il faut savoir qu'au niveau de l'assurance maladie, ou même d'autres organismes comme la CAF ou France Travail, hein, on travaille sur des pièces comptables que l'assuré doit nous présenter. Là encore, on est tributaire des délais de la préfecture, de l'OFPRA, concernant la production des pièces, des éléments que nous réclamons à l'assuré. Malheureusement, si l'assuré ne peut pas nous présenter son titre de séjour en temps et en heure, nous, on applique la réglementation au sens comptable du terme, c'est-à-dire que si on arrive en période de fin de maintien de droit, on va ouvrir une période de délai contradictoire, et si on arrive à l'issue de la période de délai contradictoire et qu'on n'a toujours pas le titre de séjour, malheureusement, on clôturera les droits. Mais ça n'empêche pas que l'assuré puisse déposer une demande d'AME en attendant d'avoir le titre de séjour. Est-ce que les lunettes sont prises en charge par l'AME? Oui, à 100% du tarif de remboursement de la sécurité sociale, c'est-à-dire de mémoire, puisque j'ai changé de lunettes il n'y a pas longtemps, j'étais remboursé de 9 centimes par l'assurance maladie. Donc, sont prises en charge à hauteur de 9 centimes par l'assurance maladie. 100% du tarif de remboursement de la sécurité sociale, donc ce qui va forcément générer un reste à charge, puisque, à ma connaissance, je ne connais pas d'ophtalmo qui vendent des lunettes à 9. Donc, là, dans ce cas-là, vous pouvez éventuellement solliciter l'émission accompagnement santé de vos caisses, qui peuvent trouver des solutions pour obtenir des financements supplémentaires afin de financer des lunettes. Et on n'ira pas plus loin que le tarif de remboursement de responsabilité de l'assurance maladie. Alors, de plus en plus de praticiens nouveaux installés en ville refusent de recevoir les personnes qui ont l'AME car ils ne savent pas comment se faire régler par la CPM. Refus de médecins et dentistes, rien que la semaine dernière, c'est une formation de prévue à cet effet. Une formation, on n'a aucune idée. Toujours est-il que là, on est sur un phénomène qui s'apparente à un refus de soins discriminatoire. Vous avez sur amélie.fr hein, les démarches pour signaler des refus de soins. Nous, on revient vers le professionnel de santé pour lui rappeler ses droits, mais aussi ses obligations lorsqu'on est conventionné avec l'assurance maladie, à savoir, on reçoit tous les patients, toutes les personnes, sans discrimination de droit, de critères ou de nationalité. Les transports liés à la sortie d'hospitalisation sont-ils pris en charge au titre de l'AME? Oui, dans le cas d'une sortie d'hospitalisation, les transports sont pris en charge au titre de l'AME, hein, de même que dans le cas d'une entrée. Il existe des associations solidaires qui peuvent prendre en charge gratuitement les dispositifs auditifs, oui. Donc on les connaît au sein de la CPM Calvados. Je pense qu'elles sont également connues au sein des autres CPM de Normandie. N'hésitez pas à vous rapprocher des missions accompagnement santé hein, qui existent dans chacune des caisses et qui connaissent très bien également ces associations pour accompagner les bénéficiaires de l'AME à, à trouver des financements supplémentaires pour les prothèses auditives ou optiques. Alors, si j'ai bien compris, l'AME vient en relais de la PUMA. Alors, l'AME vient en relais de la PUMA si on arrive au bout de la période de délai contradictoire, à une situation où l'assuré n'a plus de titre de séjour valide et c'est très bien qu'il n'aura pas de titre de séjour. Donc, à partir de là, oui, l'AME vient en relais de la PUMA. Donc, l'intérêt hein, de cette période de maintien de droit et de cette période de délai contradictoire, c'est vraiment d'éviter les périodes de rupture de droit entre la PUMA et l'AME. Alors, l'épouse d'un réfugié qui est arrivé par réunification familiale et qui n'a pas encore de titre de séjour, la demande est en cours. Quel droit pour elle, si elle a besoin de se faire soigner? Donc, malheureusement, là encore, on travaille sur des pièces, des éléments comptables. Si on n'a pas de pièces, on ne pourra pas ouvrir les droits. Parce que là, moi, ce que je conseille, c'est de orienter vers une passe, une permanence d'accès aux droits. Alors, si une personne se porte garante de subvenir aux besoins de la personne qui demande l'AME, ses revenus sont-ils pris en compte pour l'attribution de l'AME? Non. Les revenus pris en compte concernent les demandeurs
euh, et les personnes majeures à charge. Et les revenus d'une tierce personne qui se porte garante, non. Là, en revanche, le demandeur peut rédiger une attestation sur l'honneur qui va préciser ses moyens de subsistance. Voilà, elle est hébergée par telle personne, monsieur, madame un tel, depuis telle date, qui subvient à ses besoins alimentaires, de logement. Donc la personne hébergeante elle devra également présenter une clé d'identité. Concernant le justificatif d'identité pour l'AME, le décret garde les justificatifs en vigueur dans l'extrait d'acte de naissance et c'est uniquement pour les autres documents pour et de l'identité. Alors, oui, monsieur Slimani, vous me sortez le décret. Donc, c'est assez technique et juridique. Non, là, alors là, concernant le pièce justificatif de l'AME, hein, je vous dis, c'est tout récent. Pour tout vous dire, nous, on a reçu les instructions ce matin. Bon, j'ai pas vraiment eu le temps de mettre le dé dedans, j'ai survolé en diagonale hein, ces instructions, mais toujours est-il que au niveau des pièces d'identité, il devra maintenant euh, être obligatoire pour les demandeurs de l'AME de présenter une pièce d'identité avec une photo pour tous les demandeurs de plus de 16 ans. Mais de toute façon, alors moi je reviendrai vers mes partenaires du Calvados, mais mes homologues des différentes caisses reviendront vers vous pour vous expliquer les nouvelles règles concernant enfin, l'évolution des règles hein, concernant pièces justificatives de l'AME. Mais c'est tout récent. Hein. Nous, on a reçu les instructions ce matin. On va diffuser prochainement. D'accord. Alors, la rétroactivité d'une demande d'AME est possible pour des hospitalisations comme pour des consultations hospitalières. Oui, tout à fait. Même pour des soins de ville, la rétroactivité de l'AME est possible à 90 jours, si tant est que pendant la période des soins, l'ouverture de droit à l'AME, les conditions d'ouverture de droit à l'AME soient remplies, conditions d'irrégularité, de ressources, d'identité. Alors, quelle couverture santé pour les personnes sans titre de séjour, mais avec un emploi et donc au-dessus du plafond MEA? Bon, en tant que représentant de l'assurance maladie et d'un organisme de l'État, les personnes sans titre de séjour n'ont pas le droit de travailler les promotions. On en rencontre un personne, mais effectivement, les personnes qui présentent des salaires et dont les revenus vont les placer au-dessus du plafond AME, malheureusement, ne peuvent pas bénéficier de l'aide médicale de l'État, ni même de la PUMA, puisqu'ils sont en situation irrégulière. Euh, donc là, plusieurs solutions. Soit ils essayent de se régulariser au titre en fonction de leur activité professionnelle, euh, ou soit ils font une demande d'AME qui aboutira sur un refus. La demande d'AME pour refus peut aboutir ensuite sur une prise en charge des soins urgents. Alors, dans un couple où seule une personne est régularisée, le conjoint peut-il bénéficier de l'AME? Euh, alors, on a une personne qui est régularisée, donc bénéficie de droits PUMA et CEDOSES. En revanche, si le conjoint n'est pas en situation régulière, là, il peut bénéficier de l'aide médicale de l'État. Alors, si j'ai bien compris, pour une femme qui a eu un refus CNDA, par exemple, mais possède une attestation de droit et bénéficie de la C2S, elle est encore couverte pendant 6 mois. Après ces 6 mois, si elle ne justifie pas d'un titre de séjour, elle peut demander de l'AME. Ou elle peut bénéficier du fonds d'urgence car elle est enceinte. Alors, on a un refus CNDA, mais la personne se maintient sur le territoire. Elle avait une attestation de droit et bénéficie de la C2S. À un moment, on va lui demander un titre de séjour. Si elle ne peut pas lui présenter son titre de séjour, on va poser la période de délai contradictoire, durant, période durant laquelle elle pourra déposer une demande d'AME.
Une personne se présente avec une autorisation de travail du ministère de l'Intérieur, mais n'a pas de titre de séjour valide. Elle cotise, mais pas de droit ouvert. PUMA ou AME. Nous, on n'a pas de titre de séjour, donc ça sera de l'AME. Est-ce que la date du maintien de droit des 6 mois débute à la date de fin de la dernière attestation de demande d'asile, ou est-ce que c'est la CPM qui peut demander à la préfecture d'avoir la date de réception du refus de la CNDA? C'est pour anticiper la période. Alors, nous, on ne demande rien à la préfecture. Si ce n'est parfois de confirmer les informations qui n'ont pas enregistrées sur un GDREF. Mais oui, la période de maintien de droit débute à la date de fin de validité du dernier titre de séjour. Donc nous enregistrons sur le dossier d'assurance maladie les différents titres de séjour, date de début, date de fin. À la date de fin, on fait débuter la période de maintien de droit de 6 mois. Mais on n'interroge pas la préfecture. Alors, vous dites que les actes de naissance ne doivent pas être traduits. Qu'en est-il des légalisations bien coupées? Alors, très bonne question. Donc, les actes de naissance ne doivent pas être traduits et doivent avoir été délivrés depuis moins d'un an. Il en est de même pour les légalisations. Les légalisations, à partir du moment où elles sont tamponnées par le consulat ou estampillées, euh, elles sont recevables à condition qu'elles ont été délivrées depuis moins d'un an, traduites ou non. Avec, avec les temps d'attente pour obtenir son titre de séjour réfugié à la préfecture d'Évreux, on ne peut pas fournir le titre de séjour pour justifier du droit au séjour en France. Certaines familles ont été reconnues en août et en octobre 2025 et n'ont toujours pas eu de rendez-vous pour les emprunts sur trajectoire. Est-ce que la notification de reconnaissance par l'OFPRA peut remplacer le titre pour la demande de PUMA et CDOS? Non, nous, il faut impérativement un titre de séjour avec un numéro AGDREF. À partir du moment où il n'y a pas ce document, on ne pourra pas affilier. Là encore, hein, on travaille sur des documents comptables. Un titre de séjour est un document comptable qui permet une ouverture de droit. Ah oui, j'ai. Il y a des personnes encore sous AME alors qu'elles sont reconnues réfugiées depuis plusieurs mois. Alors, à partir du moment où elles sont reconnues réfugiées euh, et qu'elles ont un titre de séjour, elles peuvent demander l'affiliation. La démarche, elle n'est pas automatique en fait. Si cette personne-là, reconnue réfugiée, ne se manifeste pas auprès d'une CPM, euh, vous le disiez tout à l'heure, hein, nous, on n'interroge pas la préfecture. Donc, c'est à la personne reconnue réfugiée de faire la démarche pour déposer une demande de PUMA à ses dossiers. Il y aurait eu la question 11 qui a été oubliée. C'était sur le prix de la journée d'accueil en établissement social et médico-social. Est-ce qu'il est pris en charge pour les personnes bénéficiant de Oui. l'AME? Alors, pour les enfants, seulement pour les mineurs. D'accord. Alors, l'acte de naissance de l'OFPRA arrive souvent un long nombre de mois plus tard et l'immatriculation Hmm. définitive prend beaucoup plus de temps. Oui, effectivement, là encore, on est sur le problème des pièces comptables. Euh, Nous, tant qu'on n'a pas l'acte de naissance, le certificat de naissance de l'OFPRA, on ne peut pas attribuer un numéro définitif. Elle est importante, hein, cette immatriculation définitive, parce qu'elle attribue un numéro à une seule et même et unique personne. Euh, donc, il nous faut vraiment des documents officiels hein, qui reconstituent l'état civil de la personne, qui permettent d'éviter les homonymies. Le numéro de sécurité sociale il va suivre l'assuré tout au long de sa vie, enfin, tout au long de sa vie sur le territoire français, euh, compris jusqu'à sa retraite. Donc, il est important qu'on ne se trompe pas sur ce numéro. Je rappelle que ce numéro de matriculation définitive, il est constitué à partir des éléments d'état civil. Euh, Sexe, l'année de naissance, le mois de naissance, département de naissance, pays de naissance, numéro d'ordre de la naissance. Donc, ça nous permet d'attribuer le bon numéro à la bonne personne en étant
en ayant levé une certitude à plus de 99%. D'où l'intérêt d'avoir ces pièces explicatives. Euh, Est-ce que pour une demande d'AME, une pièce d'identité avec photo du pays d'origine est recevable? Ça peut être oui, un passeport, une carte d'identité. Euh, c'est tout à fait recevable. Euh, Justement, l'acte de naissance met du temps à être délivré par l'OFPRA, donc le délai peut être long. J'ai déjà répondu à la question. J'ai une question pour la prise en charge d'une grossesse pour une personne arrivée sur le territoire récemment. Elle ne peut pas faire tous les examens de suivi de grossesse car ils ne sont pas pris en charge par les PASS. Donc, elle doit attendre d'être à 6 mois de grossesse pour une prise en charge totale de la CDS. Comment et quoi faire? Effectivement, je disais tout à l'heure que pour les personnes qui viennent d'arriver sur le territoire, qui ne peuvent pas bénéficier de la PUMA parce qu'elles sont en situation irrégulière, depuis moins de 3 mois, les soins de grossesse peuvent être pris en charge dans le cadre urgent et vitaux. Les soins de grossesse à partir du 6e mois de grossesse. Euh, donc dans ce cas-là, oui, effectivement. Donc les PASS, c'est ce que vous dites, hein, les PASS ne peuvent pas prendre en charge ces soins. Oui, je me permets, c'est moi qui ai posé la question. Effectivement, on a une dame qui est arrivée sur le territoire. Je ne suis pas encore au clair avec l'AME, mais il faut, comme vous dites, attendre 3 mois sur le territoire pour faire la demande de CSS. Madame est enceinte de 3 mois. Donc, si j'attends les 3 mois, effectivement, on sera à plus de 6 mois de grossesse. Donc, aucune échographie, aucun dépistage. Il n'y a que les prises de sang qui sont prises en charge par la PASS. Donc, ça me pose problème par rapport au suivi. Est-ce que le bébé se développe bien? Parce qu'il n'y a que par les échographies qu'on peut savoir. Et on nous demande comment dire, que les personnes, du coup, payent les échographies. Bon, de me renseigner, parce que là, j'ai un doute. Est-ce que ça rentre dans le cadre des soins urgents et vitaux? Pour vous dire de bêtises là tout de suite, donc je vais les renseigner et je répondrai à votre question par le valide de roue. Merci beaucoup, parce que j'ai plusieurs femmes qui sont dans ce cas-là où on leur dit, bah non, si vous voulez faire une échographie, vous êtes obligé de la payer. C'est un peu compliqué quand elles reçoivent que 200 € par mois d'allocation pour demandeurs d'asile. C'est un peu compliqué de payer une échographie qui coûte entre 60 et 90 €, quoi. Et j'en profite parce que je fais défiler les questions. Vous souhaitez intervenir au sujet de la CNDA? Oui, par rapport à ça, le fait que la personne soit en recours à la CNDA n'interrompt pas les droits au niveau de la CSS. Le seul problème qui peut se poser, c'est que parfois les préfectures ne font pas de renouvellement d'ATDA. Mais en général, quand le recours est enregistré à la CNDA, la préfecture fait le renouvellement du coup de l'attestation de demandeur d'asile. D'accord. Donc, à partir du moment où on a un renouvellement de la TDA, où ça passe. Oui, oui, bien sûr, mais ça coupe pas normalement un recours CNDA n'intervient pas sur les droits au niveau de la CSS. Voilà, je voulais juste compléter cette information-là. Très bien, merci. Donc, on vous enverra le support. La question, nous, on a répondu. Aurons-nous les réponses à toutes les questions posées par écrit alors? Euh, OK. ouais. Là, j'avais fait une petite, oui, j'ai fait une petite synthèse. Je crois que les deux questions qui restaient, c'était est-ce que les transports sanitaires et location de matériels médicaux sont pris en charge dans le cadre des soins urgents et vitaux? Et pareil pour les matériaux médicaux de manière générale dans le cas PUMA et AME. C'était, il me semble, les deux dernières questions qui restaient. OK. Alors, les transports sanitaires, il me semble que j'ai répondu sur le support. Oui, dans le cadre d'une entrée et sortie ou d'une urgence. Euh, et la location de matériels médicaux sont pris en charge euh, dans le cas des soins urgents, les matériels médicaux ne sont pas pris en charge. Seuls sont pris en charge les médicaments, à condition que sur l'ordonnance figure la mention soins urgents et vitaux et que les médicaments soient délivrés par une pharmacie hospitalière. Mais les,
les matériels médicaux ne sont pas prévus dans la prise en charge de soins urgents. De manière générale, dans le cas de la Puma et la ME, alors, dans le cas de la Puma, oui, s'ils sont prescrits médicalement, et qu'ils font partie de la liste des produits et prestations remboursables, donc médicalisés, fauteuil roulant, oui, en location, en achat. Rollator, je pense que c'est poussette adaptée, il me semble que ça passe par une aide financière exceptionnelle. Je ne suis pas sûr que la poussette adaptée soit enregistrée dans la liste des produits et prestations. Euh, et ce sont des produits remboursables également, pris en charge dans le cadre de l'AME. À partir du moment où c'est dans la liste des produits et prestations, euh, ça peut être pris en charge dans le cadre de l'AME, donc à 100% du tarif de remboursement. Il peut arriver que certains fournisseurs, les tarifs plus chers que le tarif de remboursement. Euh, alors, Il me semble que c'était les dernières questions. alors, pour répondre à votre question, alors Adeline, je sais pas votre nom. Euh, Aurélia de la Passe du Havre qui précise que les passes prennent aussi les échographies faites à l'hôpital. Mm. À voir. Oui, j'ai vu toutes leurs réponses. Elles ont beaucoup de chance, hein, au Havre, à Rouen, Lisieux, mais à Évreux, pas du tout. J'ai encore discuté avec l'infirmière de La Paz qui, elles, du coup, font tout ce qui est prise de sang, etc. Le suivi est fait par une sage-femme de la PMI, mais tout ce qui est grossesse, ben, enfin tout ce qui est, pardon, échographie, non, pas du tout. En tout cas, pas avant le 6e mois, jusqu'à ce temps que l'hôpital prenne le relais. Voilà. Effectivement, hein, les passes fonctionnent à partir d'un budget de fonctionnement. Oui. Certaines passes vont prendre en charge des situations, d'autres non. C'est peut-être une situation dont on fait au niveau de la passe des vols. Ces soins ne sont pas pris en charge par la passe des vols, alors qu'ils sont aux passes. Alors après, elles sont prises en charge par l'hôpital quand c'est des grossesses à risque. Donc c'est une chance, mais toutes les femmes n'ont pas de grossesse à risque. Heureusement d'ailleurs.